Merci beaucoup, bonjour à tous. Je suis ravie d'être de nouveau à Domfront pour présenter l'avancement de ce projet, qui est un projet qui me tient à cœur, qui tient à cœur à toute notre agence, à vrai dire. Alors, pour rappel, il y a un certain nombre de choses, certains d'entre vous l'auront déjà vu, hein, évidemment, mais c'est important de le rappeler. Il y a aussi des personnes dans l'assistance et peut-être de l'autre côté des écrans qui ne connaissent pas ce projet. Alors, les objectifs stratégiques, ils n'ont pas bougé, ce sont toujours les mêmes. Valoriser, préserver et transmettre le patrimoine multiple de Domfront-Poiret, créer les conditions d'un développement économique, c'est très important, c'est un projet de développement économique avant tout, contribuer à la revitalisation de la ville haute, et c'est pourquoi la plupart des actions se concentrent aujourd'hui sur ce périmètre, mais dans un objectif de ruissellement vers l'extérieur et vers le territoire élargi. Créer des activités touristiques qui s'adressent aussi aux habitants. L'idée, c'était pas de créer quelque chose qui soit comme, un petit peu comme une boule de verre qui s'adresserait qu'à des publics touristiques extérieurs en été, mais bien de faire un projet qui s'adresse aussi aux habitants et qui contribue à la qualité de vie, et puis contribuer au renforcement du tourisme culturel sur la thématique médiévale à l'échelle régionale, puisque c'est dans ce cadre-là que l'on s'inscrit. Alors, ce projet, évidemment, il est aussi fondé sur des objectifs culturels, puisqu'on parle de patrimoine, on ne parle pas de yaourt. Donc, on a bien ces objectifs culturels qui sont de révéler et de rendre lisible un patrimoine qui est aujourd'hui un patrimoine morcelé et pas toujours lisible, et d'ailleurs pas toujours connu, avec ici un axe créatif affirmé. Et cet axe créatif, ce n'est pas nous qui l'avons apporté de Paris, il est vraiment issu du territoire. Ce projet, ce n'est pas du tout un projet qu'on a fait en bureau, c'est un projet qui, dès le début, s'est fondé sur la concertation, sur le travail ici, avec les élus, avec le groupe projet qui a été rassemblé, avec un certain nombre de réunions de concertation qui ont été menées avec des habitants, avec des représentants d'associations, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet axe créatif qu'on va vous présenter, c'est celui qui a été choisi et qui est porté par le territoire. Valoriser un patrimoine méconnu, à la fois la connaissance et puis un certain nombre de légendes. Il y a des légendes en fait sur le patrimoine et sur l'histoire de Domfront-en-Poiret. Il y a des choses qui ne sont pas complètement certaines, il y a des choses qui le sont un petit peu plus. Voilà, l'idée c'est de valoriser tout ça, non pas en racontant des histoires, mais enfin si justement en racontant des histoires, mais en racontant pas de mensonges, mais en pouvant valoriser tous ces récits finalement qui existent. Et puis proposer une expérience plurielle, sensible, qui intègre l'esprit qui est d'aujourd'hui celui des lieux et de ses habitants. Et notamment, il y avait cette dimension conviviale qui était très importante, cette dimension de détente, de loisir. On n'est pas dans un projet de pure culture, on n'est pas dans un musée. On doit pouvoir vivre une expérience ici. Une fois qu'on a dit ça, le concept, il n'a pas beaucoup évolué, il s'est renforcé. C'est la cité de Domfront, une expérience créative au cœur du Moyen-Âge. Cette idée d'avoir la créativité et la création finalement qui vient nous permettre de découvrir ce patrimoine médiéval, avec une déambulation rythmée par des récits, des moments, des rencontres. Donc ça, c'est effectivement le socle, ce socle avec ces histoires, dont l'histoire d'Arnaud évidemment, mais d'autres histoires aussi. Et puis une expérience unique du patrimoine, ouverte à tous les publics, avec l'idée de découvrir un patrimoine qu'on va révéler, donc ce patrimoine qui n'est pas toujours lisible, qui n'est pas toujours connu, qu'on doit révéler, s'immerger dans des récits, dans des histoires, et puis vivre une expérience conviviale et ludique. C'est pourquoi, à la thématique médiévale, finalement, ont été rajoutés ou sont venus s'imbriquer à la fois la création contemporaine de manière très forte, création dans plusieurs domaines, hein, puisqu'on parle de création évidemment d'art visuel, le street art d'ailleurs va en être une préfiguration, de création littéraire, donc toute cette création qui va venir s'ajouter finalement à la valorisation patrimoniale, on va dire pure, et puis la dimension gastronomique qui est très importante et qui prend une dimension très forte dans le projet. Pouvoir aller plus vite sur certaines choses, mais c'était juste pour dire que cette préfiguration, finalement, qui fait qu'aujourd'hui, des choses concrètes se passent. C'est un projet qui s'inscrit dans le temps long, parce que c'est un projet qui nécessite beaucoup d'études, beaucoup de travaux, de travailler aussi avec des experts. On est quand même sur un patrimoine qui est un patrimoine sensible, on ne peut pas faire les choses de manière trop rapide, mais malgré tout, cette préfiguration, elle permet de rendre les choses concrètes dès maintenant et de faire monter en puissance, finalement, l'offre qui est créée. Et cette préfiguration, elle s'inscrit dans la droite lignée de ce qu'est le projet. Elle mobilise les habitants et acteurs locaux, elle élargit les thématiques vers la création contemporaine, le terroir et la gastronomie, et elle valorise les sites du projet de manière temporaire. Quand on parle d'aller valoriser des vitrines vides aujourd'hui par une action de street art, on est en train déjà de se placer dans les futurs sites du projet, qu'ils soient réinvestis par des commerces, c'est évidemment notre souhait, ou qu'ils soient utilisés pour justement développer une offre culturelle. Ce projet, c'est un projet d'aménagement global qui a été pensé en intégrant évidemment les questions de stationnement, les questions de circulation, les questions d'accueil et enfin les questions d'offre. Alors l'offre
on va dire, l'offre culturelle et la première offre qui est celle qui est constituée par le secteur public, sachant que derrière, évidemment, l'objectif, c'est de susciter des projets qui seront des projets privés qui vont venir s'appuyer sur cette première offre. Alors ce projet, il est cohérent, il est pertinent, il est responsable. Comme je le disais, on est sur un patrimoine qui nécessite de travailler de manière assez longue. Alors c'est vrai qu'on parle d'un projet qui est long, mais il faut ce temps-là pour un projet de cette nature. Un projet touristique qui croise des thématiques culturelles, patrimoniales, urbaines, commerciales. On ne s'y situe pas dans un monument qui sera un monument à l'écart du cadre de vie, on est au milieu du cadre de vie. On est bien en train de créer un projet au sein de la cité, donc à un endroit où il y a des commerces, où il y a des gens qui habitent aussi. Donc ça nécessite aussi de prendre un certain nombre de précautions, et puis qui prend appui sur un pool de professionnels pluridisciplinaires et d'études techniques et scientifiques. On va toutes les citer au fur et à mesure, il y en a eu quand même un certain nombre depuis la dernière réunion. Alors d'abord, où est-ce qu'on arrive quand on sera demain dans ce projet, dans cette cité réaménagée? Donc on a 2 stationnements touristiques qui sont les stationnements touristiques principaux, on va dire, l'endroit où on va canaliser les flux touristiques. On va leur proposer prioritairement de stationner là. Et puis 2 haltes cyclos. Une halte au niveau des tanneries, donc à l'arrivée évidemment des cycloroutes, et puis une halte cyclo un peu plus haut, plus proche du château. Ces 4 points d'arrivée nous permettent de canaliser finalement l'arrivée des touristes, de savoir où est-ce qu'ils arrivent, et donc de les accueillir à leur point d'arrivée, puis de les diriger vers notre offre. Alors, tout ça, nous, on avait esquissé une première stratégie. Il y a eu donc l'étude capacitaire de stationnement de CERIX en 2020 qui a permis d'objectiver le ressenti actuel sur l'occupation des places de stationnement. Donc, il y a eu vraiment un comptage des voitures stationnées. Et puis, actuellement, l'étude de circulation et de faisabilité des parkings touristiques d'ETC, qui a été lancée en novembre et dont le rendu final aura lieu en juillet 2021. C'est ça, donc qui ont un certain nombre de conclusions et qui vont être rendus publics à ce moment-là. Alors ensuite, évidemment, une fois qu'on a stationné ou qu'on est arrivé, l'idée c'est d'accueillir, et on a 2 points d'accueil qui sont 2 points d'accueil principaux sur le territoire. L'actuel office de tourisme devient l'accueil du château, donc le château qui devient le monument phare, on va dire, on va en parler évidemment, de l'offre, mais un deuxième accueil qui est un accueil plus proche, plus en continuité avec le parking touristique dit du champ de foire, qui sera le parking touristique principal, accessible donc de plein pied depuis ce stationnement, et qui sera localisé effectivement à la Halle Gourmande qui a été relocalisée depuis la dernière réunion au niveau effectivement de l'ancien palais de justice. Ça a été beaucoup d'allers-retours, mais ça nous permet aujourd'hui d'avoir un projet très cohérent et bien localisé et qui permet de réutiliser aussi ce patrimoine. On y viendra. Alors, maintenant, on va rentrer dans cette offre. Alors, c'est un peu rapide, hein. Forcément, il y a beaucoup de choses à dire et puis on n'a pas beaucoup de temps, mais il y aura des questions à la fin si vous en avez. Alors d'abord, l'offre, c'est la ville haute, puisqu'on l'a dit, l'idée, c'est qu'on n'est pas en train de créer un monument, c'est pas le château, venez visiter le château à Domfront, c'est venez visiter la cité. Donc l'offre, c'est toute la ville haute. Donc d'abord, cette ville haute qui accueille un circuit narratif et poétique. Alors narratif et poétique parce qu'on va raconter des histoires, et poétique parce qu'on a voulu apporter cette dimension créative qui va énerver finalement tout le projet. Cette offre de visite, alors c'est important de le rappeler, elle se situe dans un espace de vie. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc elle ne doit pas générer de nuisance et elle doit au contraire contribuer à la revitalisation du centre-bourg. C'est très important, c'est vraiment un objectif qui a été réaffirmé plusieurs fois par la ville de Domfront-Poiret, de dire attention, on est censé par cette offre, faire passer les flux dans ces zones, revitaliser le commerce, faire revenir des commerces et évidemment ne pas gêner les habitants, c'est logique. Et puis cette offre de visite, elle doit être suffisamment différenciante pour exister. Alors d'abord, on a un parcours artistique. Un parcours artistique qui est décalé et qui crée la surprise et qui attire l'œil. L'objectif, c'est que ce soit cette intervention artistique contemporaine qui va finalement nous révéler des surprises patrimoniales et nous mener de lieu en lieu à la découverte de ce patrimoine médiéval.
de ce jalonnement artistique, surgiront également des stations plus importantes, par exemple au niveau de l'entrée des portes Gaudras, pour matérialiser ce qui, à une époque, a été le franchissement du fossé, l'entrée, je regarde Philippe d'Angle qui ne veut pas me faire un petit regard pour me dire si c'est bien ça, hein, donc l'entrée dans la cité médiévale. Donc on aura comme ça un certain nombre d'endroits où on aura des stations qui seront un petit peu plus importantes et qui permettront de matérialiser certaines zones. On n'est pas dans la reconstruction, on donne à comprendre qu'à cet endroit-là, il y avait quelque chose d'important. Alors évidemment, par-dessus, on a un parcours patrimonial. Hein. Là, il ne s'agit pas non plus de faire que de la création artistique, que de l'art contemporain. Ce parcours patrimonial, au travers de stations riches, variées, peu consommatrices d'espace, il nous permet de découvrir le patrimoine effectif de la ville haute. D'ailleurs, pas uniquement le patrimoine médiéval. Je veux dire, il est évident que dans ce parcours patrimonial, on parlera aussi de l'église Saint-Julien, on parlera du patrimoine important et existant de Domfront-en-Poiret. Et puis, par-dessus, des stations dites augmentées. Donc, ces stations augmentées, elles vont permettre de raconter des histoires, un peu plus d'histoires. Ce qu'on a appelé la rue scénographiée, donc c'est une portion de la rue du Docteur Barabé, où là, effectivement, on a un certain nombre de vitrines, de locaux commerciaux dont on imagine qu'on n'aura pas de réemploi, en tout cas pas de réemploi à court terme pour des vocations commerciales, et qui vont accueillir des formes de petites scénographies qui seront activées par une clé. Alors, je mets des guillemets, on ne sait pas encore quelle va être la forme de cette clé, hein, mais l'idée, c'est que c'est un objet que les visiteurs auront et qui pourra permettre d'activer, alors évidemment sans remplir la rue d'une musique pas possible qui embêterait tout le monde. L'idée, c'est bien que seul celui qui détient la clé ait ce contenu. Et puis deux séquences plus conséquentes, l'une à la halle gourmande, puisqu'on va être en connexion avec un point d'accueil principal, et puis évidemment les stations qui vont se situer au château. Donc tout ça constitue un parcours qui est cohérent. Alors ces stations augmentées, elles vont raconter la vie quotidienne dans une cité du Moyen-Âge, c'est-à-dire que là on prend un petit peu de recul par rapport à Domfront-en-Poiret et on se dit finalement une cité médiévale, comment est-ce qu'on y vivait? Et puis c'est là aussi qu'on va avoir le récit d'Arnaud, donc un récit de fiction commandé à un auteur au talent scénaristique reconnu. Bon, voilà, hein. Donc Arnaud Delalande, qui est représenté par Robert Laffont désormais, qui a donc été effectivement lauréat de notre appel à projet littéraire. L'idée, c'est qu'on crée finalement une histoire, un récit qui va se dérouler à Domfront-en-Poiret et qui va nous emmener à la découverte de ce patrimoine d'une manière tout à fait différente et tout à fait inédite. Une commande littéraire comme ça, de fiction, pour valoriser un patrimoine, pour valoriser un territoire, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc on espère que ça va fonctionner. En tout cas, pour le moment, on est assez content des premiers échanges avec Arnaud sur ce sujet. Et on pense que peut-être ça pourrait faire des émules, en tout cas sur la valorisation d'un territoire par la création littéraire. Ça se fait bien par le cinéma, pourquoi pas par la littérature. Donc en ce sens, Domfront-en-Poiret est précurseur. Alors, ces récits-là, ils s'appuient aussi évidemment sur un comité scientifique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans cette combinaison entre la création, l'inventivité, la créativité, et puis, on va dire, la solidité scientifique, la connaissance. Donc, ce comité scientifique chargé de la vérification des contenus, qui est composé d'universitaires, de spécialistes en histoire, en archéologie, en architecture, en géographie, en anthropologie, et qui donc est maintenant en place. Ensuite, on en a parlé plusieurs fois, on arrive sur la halle gourmande. Donc la halle gourmande qui a finalement plusieurs objectifs désormais, puisque cette halle gourmande, elle a des fonctions de halle gourmande, on va en parler, mais c'est aussi donc ce point d'accueil principal. C'est aussi un espace où on aura une station du parcours pour que tout fasse sens. Alors cette halle gourmande, elle est donc dans l'ancien palais de justice. Elle n'a pas toujours été implantée là, hein. Au départ, on l'imaginait plutôt au niveau de la place Burgvedel, à côté du stationnement principal. Cette implantation dans l'ancien palais de justice, elle nous permet de réaffecter un bâtiment emblématique, alors qui est complexe, hein, ça a apporté de la complexité, mais c'est pas grave, cette complexité, on la traite. Et puis, on est idéalement situé pour être un projet emblématique de revitalisation commerciale de la ville haute. Là, on est vraiment sur un projet qui est à la croisée entre ce projet touristique et cette revitalisation commerciale. C'est pourquoi, sur ce dossier en particulier, il y a eu une autre étude qui a été commandée, une étude de conseil stratégique pour l'action publique sur la halle gourmande du point de vue commercial qui a été réalisée par Citis Conseil, qui sont des universitaires de Caen qui ont effectivement une expertise reconnue sur le développement commercial. Alors, d'abord, c'est un pôle d'accueil touristique, donc avec effectivement cet accueil touristique principal, avec la boutique, une boutique relativement importante d'office de tourisme, et puis
un premier espace d'interprétation, une première séquence qui va pouvoir être sous douane. Sous douane, ça veut dire qu'on peut en contrôler l'accès, tout simplement, hein, puisque, évidemment, on n'en a pas reparlé, hein, mais dans toute cette offre, il y a une offre qui est une offre gratuite. Hein, quand on est dans l'espace public, on est dans l'espace public, on découvre gratuitement. Et puis, il y a une offre qui est dite sous douane, donc qui est payante pour les publics pour lesquels cet accès est payant. Alors, cet espace d'interprétation, évidemment, on est sur une logique d'introduction, puisqu'on est au niveau de l'accueil, et puis on est sur une séquence qui serait plutôt sur la gastronomie médiévale, hein, puisqu'on a vu, hein, toutes les séquences vont parler de la vie dans une cité médiévale. Alors évidemment, on fait le lien avec la halle gourmande en ayant une séquence sur la gastronomie au niveau de la halle. Cette halle, c'est aussi donc une halle couverte polyvalente, avec des commerces, hein, traiteurs, vente alimentaire, et c'est en ce sens que je disais qu'effectivement le concours de Cities a été absolument nécessaire et précieux pour finaliser ce projet, qui est vraiment un projet à la croisée des différents enjeux qui sont ceux de la ville de Donfront-en-Poiret, avec un espace de vente en libre service, un stand permanent traiteur qui fera aussi de la restauration, ce qui fait que du coup on a aussi cette offre qu'on vient commencer à renforcer de restauration sur le territoire, même si l'objectif évidemment c'est que finalement on ait des restaurants privés qui s'implantent grâce aux flux qui vont être créés sur le territoire. Mais là, on a donc du coup une première offre de restauration qui vient renforcer ce service. Et puis cette halle, elle a également une zone événementielle avec des ateliers de cuisine, avec une terrasse extérieure, avec des espaces qui vont permettre de véritablement découvrir cette gastronomie. Donc on est vraiment à la croisée entre finalement la halle couverte de marché, hein, qualitative, et puis la découverte de la gastronomie. Et on vient croiser la thématique médiévale principale du développement touristique. Alors, ce projet a une ambition architecturale. Alors ça, c'est une faisabilité spatiale. Ça veut dire que ça n'est pas le plan du projet. C'est très important de le dire, c'est ce qu'on fait en général pour vérifier que toutes les surfaces qu'on projette rentrent bien dans une emprise potentielle. Mais ce ne sera pas forcément ça exactement. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est que ce projet-là va nécessiter une extension. Donc il y aura forcément une extension du palais de justice pour accueillir le projet, avec donc là ici un schéma de principe, hein, qui montre comment est-ce qu'on pourrait avoir une terrasse qui pourrait venir effectivement porter cette animation. Et puis quelques visuels pour montrer aussi qu'on aura là aussi une ambition qui est une ambition créative, donc une ambition d'une extension qui devra finalement s'inscrire dans cette qualité de design et cette qualité artistique qui est celle du projet. Et puis on arrive au château, évidemment, le point d'orgue de la visite. Donc le monument parc culturel et ludique. Pourquoi le monument parc ? C'est pas juste un monument, c'est pas un château où on rentre, il y a une porte, c'est fermé, et puis voilà, on en ressort. C'est bien aussi un parc, et le groupe de travail qui a travaillé sur ce projet a souhaité depuis le début qu'on soit sur une offre à la fois culturelle et ludique, une offre de loisirs, une offre de détente. Ce projet sur le château en particulier, il y a des enjeux archéologiques et patrimoniaux majeurs qui ont nécessité une connaissance beaucoup plus approfondie du site. Et au fur et à mesure que toutes ces études, que ces relevés ont été faits, on a découvert des choses qui ont permis de faire avancer le projet et qui étaient absolument indispensables pour faire un projet comme celui-là. Comme on a eu ce relevé topographique qui a été fait, qui nous a permis de réfléchir à la mise en accessibilité du site. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on ne fait pas un site qui reçoit du public en ayant des dénivelés comme ça et en ayant plein de zones où le public ne peut pas accéder. Et là, on avait un vrai problème avec ce dénivelé sur le site. Alors, ce que l'ensemble de ces réflexions et de ces recherches a permis de faire, c'est de faire un schéma de circulation qui permet à la fois de voir comment est-ce qu'on va avoir des accès véhicules sur le site, des accès piétons, et puis de gérer le dénivelé. Donc, pour gérer le dénivelé, le rectangle rouge que vous voyez au milieu, là, en fait, c'est l'emplacement de la petite maison du gardien. Vous voyez, ce petit rond. Alors, chez vous, il est violet, là, carré violet. Et pour les gens qui ont mon vrai PowerPoint, ça doit être bleu foncé. Alors, là, la petite maison du gardien, en fait, l'idée, c'est d'avoir un bâtiment semi-enterré en dessous qui va permettre de gérer le dénivelé et donc de pouvoir, à cet endroit-là, finalement, implanter une maison verticale. Et donc, de pouvoir gérer ce dénivelé comme ça. Et puis, un peu plus loin, on gère le deuxième dénivelé, en haut, à gauche, par la construction d'un bâtiment neuf, puisqu'à cet endroit-là, on aura une galerie immersive, on va en reparler, et ça nous permettra de gérer le deuxième dénivelé. Pour le reste, on a effectivement un schéma de circulation avec des circulations principales, et puis effectivement quelques zones qui ne seront pas accessibles, mais finalement relativement peu. L'accueil du château, lui, il est situé au niveau de l'actuel office de tourisme, sur lequel on envisage une petite extension, et ensuite, évidemment, le contrôle d'accès se fera au niveau du pont, juste avant le pont. Le pont, une étude de diagnostic a été réalisée, c'était absolument nécessaire, puisque ça a montré qu'il fallait vraiment intervenir rapidement pour reconstruire une partie du pont, pour pouvoir y faire passer les véhicules et puis un certain nombre de publics en stationnement. Donc aujourd'hui, on en est aux travaux de restauration qui ont été lancés effectivement dans le cadre du plan de relance avec un cabinet qui a été sélectionné. Ça, c'est
toutes les études qui ont été conduites et ou qui sont en cours sur le château. Donc l'étude documentaire iconographique de Marie-Pierre Baudry, effectivement extrêmement précieuse, qui a permis à la fois finalement de nuancer certaines idées, qui étaient des idées un petit peu généralement admises sur le château, de découvrir de nouvelles choses, de disposer d'un corpus documentaire, d'un corpus complet pour tout ce qui concerne les archives écrites. Et c'est un travail sur lequel va se baser tout le reste finalement des travaux qui vont être faits sur le château. Donc on a aujourd'hui de quoi garantir en fait que le travail s'appuie sur une connaissance qui est une connaissance avérée. L'étude sanitaire des vestiges bâtis du château de Domfront, donc par 1090 architectes, qui est en cours, qui, elle, vient étudier l'archéologie du bâti pour, de la même manière, faire ressortir ce qu'on connaît explicitement du site. Donc là encore, il s'agit d'affiner et de garantir la connaissance du site. Donc là, il y a eu un rendu qui est très complet. L'étude topographique, donc le relevé LIDAR, donc là vous voyez le monsieur avec son drone, et effectivement ce que ça donne ensuite une fois qu'on a les volumes 3D, donc on est effectivement sur une restitution 3D de l'ensemble du site, et puis de certains vestiges. Alors à venir effectivement le diagnostic archéologique anticipé, alors anticipé parce qu'on le réalise en avance, avant d'avoir un projet complètement validé, qui va permettre de préciser les données, les contraintes archéologiques propres au site du château et de préparer les aménagements. Donc là, on est vraiment sur un nombre très important, mais absolument nécessaire, de relevés, d'études, pour que le projet, à la fois, soit complètement respectueux du patrimoine et qu'il s'appuie sur une connaissance avérée. C'est très important, c'est un dossier sur lequel on est effectivement très suivi par la DRAC, par l'ABF, parce qu'aussi, il est conduit avec cette qualité-là d'études. Maintenant, si on se promène un petit peu dans le château, alors tout ça, là, on est maintenant sur des intentions, hein, évidemment, ce n'est pas le projet final, mais l'idée, c'est qu'on va avoir donc une mise en visite du site extérieur, patrimoniale et créative, donc avec effectivement de la valorisation patrimoniale classique, hein, de la signalétique d'interprétation, avec une valorisation aussi de la démarche de connaissance en elle-même. Ce que vous voyez en haut à gauche, hein, c'est des visuels qui parfois vont raconter aussi comment est-ce qu'on a découvert quelque chose et puis aussi les questions qu'on se pose. Voilà, on peut aussi finalement parfois valoriser le fait qu'on ne sait pas et les différentes hypothèses qui ont été émises. Et puis une valorisation qui va être aussi créative. Bon, là, on a mis des visuels pareils, hein, de choses qui nous parlent, mais l'idée, c'est bien d'avoir des interventions qui sont des interventions contemporaines, de qualité, et qui permettent de valoriser à la fois la connaissance, mais aussi le site de manière, on va dire, plus inventive. Quelques zones au niveau du château qui seront des zones qui seront plus, on va dire, originales ou ludiques. Au nord-ouest du château, dans les terrasses, l'idée, c'est d'avoir un parcours qui va être un parcours là complètement ludique. Donc là, on est plutôt parti sur un parc à filets. On doit encore étudier complètement la faisabilité. Vous savez, c'est ces choses-là, là, vous voyez en bas à gauche. Donc qui permet d'aller finalement découvrir le point de vue sur le tertre Sainte-Anne, mais le découvrir aussi de manière ludique. Alors évidemment, en parallèle, on a aussi une logique de passerelle, hein, c'est-à-dire que tout un chacun pourra aussi aller voir le point de vue sans passer par le parc à filets. Mais l'idée, c'est bien d'avoir à la fois cette valorisation ludique et puis cette valorisation patrimoniale, et ce, à côté de la terrasse événementielle, la basse-cour Domfront-Plantagenet, où on aura la majeure partie des événements, évidemment les médiévales qui continueront d'avoir lieu là, mais aussi on pourra installer des buvettes temporaires en été. C'est l'endroit où on aura des transats, c'est l'endroit où les parents vont se reposer et consommer pendant que les enfants vont aller s'amuser dans le parc à filets. Donc c'est vraiment cette idée d'avoir une zone aussi qui est une zone finalement de tampon, de repos, d'arrêt, de pause. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Domfront-en-Poiret, c'est pas un musée, c'est un endroit où on vit une expérience. Donc on prend aussi le temps de profiter du paysage et de s'asseoir. Une offre aussi assez originale à développer dans la Courtine-Againe, avec une logique plutôt de parcours à surprise, où évidemment tout le monde ne pourra pas y avoir accès, mais où on a une offre qui peut être développée comme ça, où on va aller voir les recoins, les petites surprises cachées à l'intérieur de la Courtine-Againe. Et puis les deux offres principales, on va dire, du monument parc du château, la galerie immersive dont j'ai parlé. Donc là, on a effectivement une construction neuve dans une des zones qui va nous permettre d'avoir une offre d'interprétation avec plus de numérique, plus de technologie, voilà, qui permettent d'être à couvert. Et puis aussi, tout simplement, d'avoir une offre conséquente, y compris quand on est hors saison et qu'il ne fait pas très beau, hein, parce qu'on ne peut pas avoir que des choses en extérieur. Et puis au niveau du donjon, hein, où l'idée, c'est bien de réinterpréter le volume du donjon, donc d'avoir une intervention qui va être une intervention assez osée. Aujourd'hui, on ne sait pas encore jusqu'où elle ira. Je sais bien que vous aimeriez bien qu'on
qu'on puisse dire dès maintenant, alors voilà, on va avoir ce niveau-là ou ce niveau-là d'intervention. Les travaux sont en cours avec la DRAC, avec la BF, pour vraiment permettre de voir finalement comment est-ce qu'on va réinterpréter ce volume. L'idée en tout cas, c'est qu'on va être dans quelque chose de contemporain et qu'on a en tout cas, on va dire, l'aval des autorités pour faire quelque chose quand même d'assez présent, à condition d'avoir cette qualité de design, cette qualité d'intervention contemporaine qui est vraiment, on va dire, le fil conducteur du projet. Du coup, en termes de calendrier, c'est long. C'est long, monsieur le maire, c'est très long. Les études sont très longues. Les études sont très longues sur la partie château, évidemment, ce qui va nous amener à l'inauguration d'une première offre culturelle plutôt en 2025 et l'inauguration du projet global, c'est-à-dire complètement terminé, on l'envisage aujourd'hui pas avant 2026. La halle gourmande dans l'ancien palais de justice, donc là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus rapide, même si, encore une fois, hein, le fait de mettre ça dans l'ancien palais de justice, ça nous a rajouté de la complexité, mais quelque part c'est pas grave. C'est pas grave. Ça a rajouté de la complexité pour du mieux sur ce projet quand même. Donc je crois qu'on est commercialement mieux placé, on a un projet qui a fait intervenir des bons experts, on a quelque chose qui est beaucoup plus finalement solide aujourd'hui. Donc effectivement, on prend un petit délai, donc on est sur 2024. Le travail d'Arnaud, je crois que tu es au courant, hein, c'est 2023. Voilà. Normalement c'est bon. L'idée c'est qu'évidemment, avant ça, on va avoir toutes ces étapes de préfiguration et de montée en puissance. Les jardins qui ont été créés, c'est déjà une première offre. Le street art, c'est une première offre. Les événements qui vont augmenter et prendre de l'ampleur au fur et à mesure, année après année, c'est une première offre. Donc tout ça, ça se constitue aussi au fur et à mesure qu'avance le projet. On a déjà quand même des opérations de restauration conséquentes qui ont été menées sur Notre-Dame-sur-Lot et sur l'église Saint-Julien. On n'est pas du tout sur un projet où il n'y a rien avant et puis tout d'un coup, on a une étoile rouge d'Inextinso et hop, il y a quelque chose. On est vraiment sur quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et je crois que ce que tu disais, Bernard, en introduction, où il y a déjà des cellules commerciales qui sont reprises, montre bien que ce projet-là, en fait, c'est pas uniquement celui-là, ces travaux-là qui sont ceux, effectivement, où Inextinso fait la programmation, c'est beaucoup plus que ça. On attend donc sur ce projet 130 à 150 000 visiteurs. Ces 130 à 150 000 visiteurs, ils visent le développement du territoire. Pour que ce développement se fasse, il faut, que ce projet s'appuie sur à la fois la connaissance du patrimoine et sur l'implication des habitants. C'est les petits pictos qu'on a mis là. C'est extrêmement important. Il n'y a pas de développement territorial à partir du tourisme culturel si on est fondé sur rien. On a besoin de ces fondations qui sont importantes. Ensuite, on génère des flux. Bon, c'est ça l'objectif, donc 130 à 150 000 visiteurs. Pour que ça crée de l'économie touristique, il faut qu'ils restent sur le territoire. S'ils ne font que passer, l'économie, elle est très limitée. Un petit peu de restauration, mais c'est tout. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils restent sur place et que du coup, ils dorment sur place. Donc, il faut que le projet propose une offre et des animations et des activités suffisamment longues pour que les visiteurs restent. Quand on a favorisé le maintien sur le territoire, c'est là évidemment qu'on va commencer à créer de l'économie un petit peu conséquente. Et donc du coup, tout l'enjeu et tout l'objectif, c'est évidemment de créer des opportunités pour le secteur privé. C'est-à-dire que l'intégralité de l'offre, ce n'est pas ce que je viens de vous présenter. Ce que je viens de vous présenter, c'est l'offre qui est portée aujourd'hui par la ville et par ses partenaires. Derrière, il faut qu'il y ait des projets privés qui sortent, projets qui viendront trouver d'ailleurs une oreille attentive à la mairie pour être soutenus techniquement sur la manière de s'implanter. Ce projet touristique, il est accompagné par la ville avec un certain nombre, là encore d'études, désolée, mais bon, d'études, de stratégies, d'actions, à la fois sur la réhabilitation du patrimoine public et privé et la qualité de vie, avec la création d'un site patrimonial remarquable, la restauration d'un certain nombre de patrimoine, et puis la revitalisation commerciale, avec une étude stratégique de Cities qui a été conduite, qui n'était pas que sur la halle, qui était d'abord effectivement sur la revitalisation commerciale de la ville haute complète, avec des boutiques relais, avec l'accompagnement des commerçants qui veulent venir s'installer. L'idée, c'est bien qu'effectivement, ce projet touristique, il est accompagné dans toutes ses dimensions par la ville. Voilà, je vous remercie.